Le silence de la propriété Morel était brisé uniquement par le crissement des pas d'Étienne sur le gravier de l'allée. Il était à peine 10 heures du matin, et déjà, cette journée d'octobre lui réservait des surprises. La réunion avec les investisseurs japonais, prévue pour durer toute la matinée, avait été annulée au dernier moment. Un contretemps qui l'agaçait profondément, lui qui orchestrait chaque minute de sa vie avec la précision d'un chef d'orchestre. Étienne Morel, 39 ans, dirigeait l'empire familial avec une poigne de fer depuis plus de 15 ans. La holding Morel & Associés dominait le marché vinicole de la région lyonnaise et s'étendait désormais vers l'immobilier de prestige. Mais derrière cette réussite éclatante se cachait un homme rongé par une solitude qu'il avait lui-même construite, pierre par pierre, depuis la disparition tragique de sa sœur Camille. En poussant la lourde porte d'entrée de sa demeure, située dans le quartier huppé de Croix-Rousse, Étienne fut accueilli par un silence inhabituel. D'ordinaire, il entendait le bruit discret de l'aspirateur ou le tintement des verres que Claire, sa femme de ménage, nettoyait avec un soin méticuleux. Aujourd'hui, rien. Peut-être était-elle déjà partie. Il consulta sa montre. Non. Elle travaillait toujours jusqu'à 13 heures. Il traversa le hall d'entrée au sol de marbre italien, ses pas résonnant dans l'espace. Les murs ornés de toiles de maître semblaient le regarder avec un air de reproche familier. Cette maison, héritée de son père, était un écrin de luxe qui lui pesait parfois. Trop grande, trop froide, trop silencieuse, mais c'était le prix de l'excellence, se répétait-il. Étienne monta les marches de l'escalier principal, ses doigts glissant machinalement sur la rampe en acajou poli. Il avait l'intention de récupérer quelques dossiers dans son bureau personnel, puis de repartir aussitôt pour le siège de l'entreprise. Mais quelque chose l'arrêta net au premier étage. La porte de sa chambre privée, cette pièce où personne n'avait le droit d'entrer sans sa permission expresse, était entr'ouverte. Un frisson d'irritation parcourut ses épaules. Claire connaissait pourtant les règles. Elle avait accès à toutes les pièces de la maison, sauf celle-ci. C'était la seule condition qu'il avait posée lors de son embauche il y a 6 mois. Une condition non négociable. Il s'approcha lentement, la mâchoire serrée, prêt à faire un rappel ferme des limites à respecter. Mais ce qu'il découvrit en poussant doucement la porte le figea sur place. Claire Dumas dormait dans son lit. Pas seulement Claire. À côté d'elle, recroquevillée contre son flanc, comme un petit animal en quête de chaleur, se trouvait une fillette aux cheveux bouclés qu'il avait déjà aperçue 1 ou 2 fois dans l'entrée. Sa nièce, se souvint-il vaguement. La scène était d'une intimité troublante. Claire, vêtue de son uniforme de travail froissé, avait un bras protecteur autour de l'enfant. Ses cheveux châtains, échappés de son chignon habituel, cascadaient sur l'oreiller blanc. Son visage, débarrassé de l'expression vigilante qu'elle arborait toujours en sa présence, révélait une douceur que la fatigue n'arrivait pas à masquer. La petite fille, Élodie, son prénom lui revint soudain, respirait paisiblement, une joue rosie par la fièvre pressée contre l'épaule de sa tante. Ses petites mains agrippaient le tissu de la chemise de Claire comme si elle craignait qu'elle disparaisse. Étienne sentit une colère froide monter en lui. Et comment osait-elle? Comment cette employée, qu'il payait pourtant généreusement, se permettait-elle de violer ainsi son espace le plus personnel? Et avec un enfant en plus. Sa maison n'était pas une garderie. Il s'apprêtait à élever la voix, à réveiller brutalement cette intruse pour l'expulser sur le champ quand son regard tomba sur la table de chevet. Là, posé délicatement à côté du verre d'eau habituel, brillait un objet qui lui coupa le souffle. Une fine chaînette en argent, un bracelet plus précisément, et gravé sur la petite plaque rectangulaire qui y était suspendue, un nom qu'il n'avait pas vu écrit depuis plus de 10 ans. Camille, le nom de sa sœur disparue, le nom qu'il avait essayé d'oublier, d'enterrer sous les années de travail acharné et de détachement émotionnel, le nom qui hantait encore parfois ses nuits d'insomnie. Ses jambes se dérobèrent légèrement. Il s'appuya contre le chambranle de la porte, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce que ce bracelet faisait ici?
Pourquoi cette femme de ménage, cette parfaite inconnue venue du quartier ouvrier de Villeurbanne, possédait-elle un bijou portant le prénom de sa sœur morte? Une multitude de questions se bousculaient dans son esprit, mais une certitude glaciale s'imposait déjà. Rien dans cette maison ne serait plus jamais comme avant. Claire bougea légèrement dans son sommeil, serrant un peu plus Élodie contre elle. Un murmure incompréhensible s'échappa de ses lèvres, un mot qui ressemblait étrangement à Camille. Étienne recula d'un pas, le souffle court. Le destin venait de débarquer dans sa vie ordonnée sous les traits d'une femme endormie et d'un bracelet d'argent. Et pour la première fois depuis des années, il eut peur de ce qu'il allait découvrir. Claire ouvrit les yeux lentement, émergeant d'un sommeil profond qu'elle n'avait pas connu depuis des semaines. La première chose qu'elle perçut fut la douceur inhabituelle du matelas sous son dos, puis la qualité soyeuse des draps contre sa peau. Ce n'était définitivement pas son lit étroit dans le petit appartement de Villeurbanne qu'elle partageait avec Élodie. La réalité la frappa comme une gifle glacée. Elle était dans la chambre de Monsieur Morel, dans son lit, avec Élodie. Elle se redressa d'un bond, le cœur battant la chamade, et découvrit la silhouette imposante de son employeur qui se découpait dans l'embrasure de la porte. Son visage habituellement impassible affichait une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer, un mélange de colère contenue et de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à du trouble profond. « Monsieur Morel !» balbutia-t-elle, ses joues s'embrasant de honte. « Je peux tout expliquer. » Étienne ne répondit pas immédiatement. Son regard alternait entre elle et le bracelet posé sur la table de chevet, comme s'il assistait à une apparition. Claire suivit son regard et sentit son estomac se nouer. Le bracelet de Camille. Elle l'avait sorti de son sac pour le nettoyer hier soir et avait oublié de le ranger. Élodie était malade, commença-t-elle précipitamment, ses mots se bousculant dans sa gorge serrée. Elle a fait de la fièvre cette nuit, et ce matin elle ne voulait pas que je la laisse seule chez la voisine. Je n'avais pas le choix. Je devais venir travailler, alors je l'ai amenée avec moi. Elle caressa doucement les cheveux de la petite fille qui dormait encore, épuisée par sa nuit agitée. Elle s'est endormie sur le canapé du salon en début de matinée, mais vers 10 heures, sa température a encore monté. J'ai eu peur, et je l'ai portée ici parce que c'est la seule chambre de la maison qui soit vraiment chauffée. Sa voix se brisa légèrement. Je me suis allongé à côté d'elle juste pour la surveiller. Je ne voulais pas m'endormir, je vous jure. Je suis désolé, monsieur Morel. Je sais que j'ai enfreint vos règles. Étienne l'écouta sans l'interrompre, mais son attention semblait entièrement captée par le bijou. Finalement, il fit quelques pas dans la chambre et tendit la main vers la table de chevet. « Ce bracelet !» dit-il d'une voix étrangement rauque. « D'où vient-il » Claire cligna des yeux, surprise par la question. Elle s'attendait à des reproches, à un licenciement immédiat, pas à cet intérêt soudain pour un simple bijou. « Il appartient à Élodie, » répondit-elle avec hésitation. « Enfin, pas exactement. C'est compliqué. Expliquez-moi. » Il y avait une urgence dans sa voix qui la fit frissonner. Claire jeta un coup d'œil à Élodie, qui commençait à s'agiter dans son sommeil, puis reporta son attention sur Étienne. « Ma sœur Sandrine a disparu il y a 4 ans, dit-elle doucement. Élodie n'avait que 6 mois. On l'a retrouvée abandonnée dans un orphelinat de Grenoble avec juste quelques affaires et ce bracelet. Le nom gravé dessus, Camille, ça ne correspondait à personne dans notre famille. On a toujours pensé que c'était peut-être le prénom que ma sœur voulait donner à sa fille, mais elle a finalement choisi Élodie. » Elle haussa les épaules avec une tristesse résignée. L'assistante sociale m'a dit que parfois, les mères en détresse laissent des objets symboliques avec leurs enfants. Des porte-bonheur, des souvenirs. J'ai gardé le bracelet en espérant qu'un jour, il m'aiderait à comprendre ce qui est arrivé à Sandrine. Étienne se rapprocha encore, ses yeux fixés sur le bijou avec une intensité troublante. « Vous avez dit Grenoble ?»« Oui, pourquoi ?» Au lieu de répondre, il tendit la main vers le bracelet. « Puis-je » Claire hocha la tête, de plus en plus perplexe. Elle le regarda retourner délicatement la petite plaque d'argent et examiner l'inscription au revers. Son visage se décomposa littéralement. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Qu'est-ce qu'il y a ?»
demanda Claire, alarmée par sa pâleur soudaine. Étienne s'assit lourdement sur le bord du lit, le bracelet tremblant entre ses doigts. Cette inscription au dos, « Pour ma Camille chérie, papa », c'est mon écriture. Claire le dévisagea incrédule. « Votre écriture, mais Camille était ma sœur, » dit-il d'une voix à peine audible. « Ma petite sœur. Elle a disparu il y a 11 ans. Elle était enceinte et... » Il s'interrompit, incapable de continuer. Le silence tomba sur la chambre comme un voile lourd. Claire sentit le monde basculer autour d'elle. Le bracelet de Camille, la sœur disparue de son patron, Élodie trouvée dans un orphelinat de Grenoble. Les pièces d'un puzzle qu'elle n'avait jamais su qu'elle possédait commençaient à s'assembler dans son esprit, formant une image qui la terrifiait. « Vous pensez que... » commença-t-elle, mais sa voix s'étrangla. « Je pense que votre nièce pourrait être ma nièce également, » dit Étienne, ses yeux plongés dans ceux de Claire. « Je pense que Camille était la mère d'Élodie. » Élodie choisit ce moment pour se réveiller, ses grands yeux bleus papillonnants, avant de se poser alternativement sur Claire et sur l'homme qu'elle ne connaissait pas. Elle ne pleura pas, ne protesta pas. Elle observa simplement Étienne avec cette gravité particulière aux enfants qui ont appris trop tôt que le monde des adultes était imprévisible. « Tati Claire », murmura-t-elle d'une petite voix enrouée, « j'ai encore mal au ventre. » Claire la serra instinctivement contre elle, mais son regard ne quittait pas Étienne. Tant de questions se pressaient sur ses lèvres, tant d'implications l'effleuraient qu'elle ne savait par où commencer. « Monsieur Morel, » dit-elle finalement, « si ce que vous dites est vrai, si Camille était vraiment la mère d'Élodie, alors qu'est-ce que ça signifie pour nous ?» Étienne regarda la petite fille blottie dans les bras de Claire, et pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose craquer dans sa poitrine blindée. Cet enfant était peut-être tout ce qui restait de Camille. Ce petit être fragile portait peut-être en lui le sang des Morel. « Ça signifie, dit-il lentement, que notre histoire ne fait que commencer. » Dehors, les cloches de la basilique Notre-Dame de Fourvière sonnèrent midi, marquant le début d'une journée qui changerait à jamais le destin de 3 âmes perdues dans les méandres du passé. Les heures qui suivirent cette révélation passèrent dans un étrange état de suspension. Étienne avait insisté pour qu'un médecin examine Élodie, et le docteur Beaumont, praticien de famille des Morel depuis des décennies, était arrivé dans l'après-midi avec sa sacoche de cuir noir et son sourire rassurant. Une simple grippe saisonnière, avait-il diagnostiqué en rangeant son stéthoscope. Quelques jours de repos, beaucoup de liquide, et cette petite demoiselle sera sur pied. Claire avait écouté ces recommandations avec un soulagement visible, mais Étienne observait la scène d'un œil différent. Il étudiait les traits d'Élodie, cherchant dans son petit visage des échos de Camille. Les yeux bleus, oui, c'était un trait familial. La forme du nez, peut-être. Mais était-ce réellement de la ressemblance ou simplement le désir de retrouver sa sœur qui lui faisait voir des similitudes? Une fois le médecin parti, un silence pesant s'installa dans le salon. Claire berçait doucement Élodie, qui s'était rendormie, et Étienne faisait les 100 pas devant la cheminée, le bracelet de Camille serré dans sa main fermée. « Il faut que vous me parliez de votre sœur, » dit-il soudain, s'arrêtant devant la fenêtre qui donnait sur les jardins à la française de la propriété. « Sandrine, comment était-elle » Claire leva les yeux vers lui, surprise par la douceur inhabituelle de sa voix. « Sandrine était... compliquée, » commença-t-elle avec précaution. « Plus âgée que moi de 6 ans. Après la mort de nos parents dans un accident de voiture, quand j'avais 12 ans, elle s'est occupée de moi du mieux qu'elle pouvait, mais elle a toujours été instable, imprévisible. » Elle caressa machinalement les cheveux d'Élodie. Elle enchaînait les petits boulots, les relations amoureuses tumultueuses. Elle disparaissait parfois pendant des semaines, puis revenait comme si de rien n'était. Je pensais que c'était sa façon de gérer le traumatisme de la perte de nos parents. « Et vous n'avez jamais su qui était le père d'Élodie » Claire secoua la tête. Sandrine refusait d'en parler. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il venait d'un monde différent du nôtre, qu'il ne pourrait jamais accepter l'enfant. J'ai toujours pensé qu'il était marié ou... Elle hésita. Ou qu'il appartenait à une classe sociale qui ne se mélangeait pas avec des filles comme nous. Étienne se retourna brusquement. « Que voulez-vous dire »
Sandrine avait cette obsession pour les beaux quartiers, pour les gens riches. Elle trouvait toujours le moyen de se faufiler dans les soirées de la haute société lyonnaise. Elle disait qu'elle méritait mieux que notre petit appartement de Villeurbanne, qu'elle était née pour autre chose. Un frisson parcourut l'échine d'Étienne. Cette description correspondait exactement au profil des femmes que son père, Henri Morel, avait toujours attirées. Des femmes ambitieuses, séduites par le pouvoir et la richesse de la famille. « Votre sœur travaillait-elle parfois dans les vignobles ?» demanda-t-il, la gorge serrée. Claire fronça les sourcils. « Comment le savez-vous ?»« Oui, elle a travaillé quelques mois dans une propriété viticole dans la région. C'était juste avant de tomber enceinte. »« Pourquoi ?» Au lieu de répondre, Étienne se dirigea vers son bureau et en revint avec un épais album photo relié de cuir. Il le posa sur la table basse et commença à le feuilleter, ses doigts tremblant légèrement. « Là !» dit-il en s'arrêtant sur une page. « C'est Camille. » Claire se pencha pour regarder la photographie et laissa échapper un petit cri étouffé. La jeune femme sur la photo était d'une beauté saisissante, avec de longs cheveux blonds bouclés et des yeux d'un bleu perçant. Mais ce qui la troubla le plus, c'était l'expression de son visage, la même mélancolie douce qu'elle reconnaissait parfois chez Élodie. « Elle vous ressemble », murmura Claire. « Nous avions le même regard, disait ma mère. Le même tempérament aussi, malheureusement. Têtue, passionnée, incapable de faire les choses à moitié. » Sa voix se brisa légèrement. « Camille est partie après une dispute terrible avec notre père. Elle avait 18 ans et venait de découvrir qu'il entretenait une liaison avec une employée de la vinicola. Ma mère l'avait accepté, comme elle acceptait tout de lui. Mais Camille, il ferma les yeux, revivant cette soirée d'hiver qui avait tout détruit. Elle l'a confronté devant toute la famille lors d'un dîner. Elle a menacé de révéler ses infidélités à la presse s'il ne changeait pas. Mon père est entré dans une rage folle. Il l'a désavoué, rayé de son testament, interdit l'accès à la propriété. Camille est partie cette nuit-là avec juste un sac de voyage. Et vous ne l'avez jamais revue? Une fois, 2 ans plus tard. Elle était venue en secret me dire qu'elle était enceinte, qu'elle avait besoin d'aide. Mais je... » Il s'interrompit, le poids de la culpabilité encore visible sur ses traits. « J'étais jeune, stupide, loyale envers mon père. Je lui ai dit qu'elle devait assumer ses choix, qu'elle n'était plus la bienvenue dans cette famille. » Claire sentit son cœur se serrer devant la douleur évidente dans la voix d'Étienne. « Vous regrettez. Chaque jour depuis 11 ans. » Élodie bougea dans ses bras et ouvrit les yeux, fixant Étienne avec cette curiosité intense propre aux enfants. « Monsieur, » dit-elle d'une petite voix claire, « vous avez les yeux tristes comme Tati Claire quand elle regarde les photos. » Étienne s'agenouilla devant elle, bouleversé par la justesse de cette observation enfantine. « Et toi, petite demoiselle, tu n'as pas les yeux tristes ?» Élodie secoua la tête. « Non, parce que Tati Claire me dit toujours que maman reviendra un jour. Les mamans, elles reviennent toujours, pas vrai ?» Claire et Étienne échangèrent un regard lourd de signification. Si leur suspicion était exacte, si Camille était vraiment la mère d'Élodie, alors cet enfant attendait le retour de quelqu'un qui ne viendrait jamais. « Oui, ma chérie, » murmura Claire en serrant Élodie contre elle. « Les mamans reviennent toujours. » Mais dans ses yeux, Étienne lut la même terreur qui l'habitait, et si la vérité qu'il cherchait était plus douloureuse que l'incertitude dans laquelle il vivait. Dehors, le crépuscule commençait à teinter le ciel de nuances dorées, et les premiers lampadaires de Lyon s'allumaient un à un, comme autant d'étoiles descendues sur terre pour éclairer les chemins obscurs du passé. Le lendemain matin, Étienne se leva avant l'aube, avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Claire et Élodie avaient passé la nuit dans l'une des chambres d'amis. Il avait insisté, prétextant que la petite avait encore besoin de surveillance médicale. En réalité, l'idée de les laisser repartir dans leur modeste appartement de Villeurbanne lui était devenue insupportable. Il avait à peine fermé l'œil, hanté par les révélations de la veille. Dans l'obscurité de sa chambre, il avait retourné chaque détail dans sa tête, chaque coïncidence troublante qui reliait l'histoire de Claire à celle de sa sœur disparue. Après un café avalé à la hâte, il se dirigea vers son bureau privé et ouvrit le coffre-fort dissimulé derrière un tableau de Cézanne.
À l'intérieur, soigneusement rangés dans une chemise de cuir rouge, se trouvaient tous les documents relatifs à la disparition de Camille. Rapports de police, témoignages, lettres d'avocat, factures de détectives privés. Il étala les papiers sur son bureau d'ébène et commença à les examiner un à un, cherchant des indices qu'il avait peut-être négligés 11 ans plus tôt. Le rapport du détective privé qu'il avait engagé mentionnait que Camille avait été vue pour la dernière fois dans un hôtel de Grenoble. Grenoble, le même endroit où Élodie avait été trouvée. Un détail attira son attention. Dans une note manuscrite datée de mars 2014, le détective écrivait « Témoin affirme avoir vu CM enceinte de plusieurs mois dans un café près de la gare de Grenoble, accompagnée d'une femme plus âgée, cheveux bruns, accent lyonnais, impossible d'identifier la compagne. » Les mains d'Étienne se mirent à trembler. Une femme aux cheveux bruns avec un accent lyonnais. Cela pourrait correspondre à Sandrine, la sœur de Claire. Il décrocha son téléphone et composa le numéro de Maître Dubois, l'avocat de la famille. Après avoir exposé la situation en termes prudents, il demanda quelle démarche serait nécessaire pour établir officiellement un lien de parenté. Un test ADN serait la solution la plus fiable, lui expliqua l'avocat. Mais il faudrait le consentement de la tutrice légale de l'enfant. Dans votre cas, ce serait mademoiselle Dumas. Après avoir raccroché, Étienne resta pensif. Comment aborder ce sujet délicat avec Claire? Comment lui demander d'accepter un test qui pourrait bouleverser entièrement leur vie? Un coup discret frappé à la porte l'interrompit dans ses réflexions. Claire apparut dans l'embrasure, tenant Élodie par la main. La petite fille semblait aller mieux. Ses joues avaient retrouvé des couleurs et ses yeux brillaient de curiosité. « Excusez-moi de vous déranger », dit Claire avec cette politesse un peu guindée qu'elle employait toujours avec lui. « Élodie aimerait vous dire quelque chose. » La fillette lâcha la main de sa tante et s'avança vers le bureau d'Étienne avec cette assurance touchante des enfants qui ne connaissent pas encore la timidité sociale. « Monsieur Étienne, » dit-elle en butant légèrement sur la prononciation de son prénom, « Tati Claire m'a dit que vous cherchez ma maman. C'est vrai ?» Étienne sentit sa gorge se nouer. Il jeta un regard à Claire, qui haussa imperceptiblement les épaules comme pour dire « Elle a posé la question, j'ai dû répondre quelque chose. »« C'est possible, ma petite, » répondit-il en s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. « Mais pour ça, j'aurais besoin de ton aide. » Les yeux d'Élodie s'agrandirent. « Mon aide ? Mais je suis petite. Parfois, les petites filles peuvent t'aider de façon très importante. Tu vois, il faudrait que je fasse un test spécial pour savoir si ta maman et moi, on se connaissait. C'est comme un jeu, mais avec des docteurs. » Élodie fronça les sourcils, réfléchissant intensément. « Ça fait mal ? Pas du tout. C'est juste une petite prise de sang, comme quand tu vas chez le docteur pour les vaccins. Et après, vous pourrez me dire où elle est ?» La question simple et directe de l'enfant frappa Étienne de plein fouet. Il réalisa soudain qu'il s'apprêtait peut-être à donner de l'espoir à cette petite fille, alors qu'en réalité, connaître la vérité sur ses origines pourrait également lui apprendre que sa mère ne reviendrait jamais. « Élodie, » intervint Claire d'une voix douce mais ferme, « tu dois comprendre que monsieur Étienne ne peut pas faire de promesses. Parfois, même quand on cherche très fort, on ne trouve pas les réponses qu'on espère. Mais on peut essayer ?» insista la fillette. Claire regarda Étienne longuement, et il lut dans ses yeux toute la complexité de ses émotions. L'espoir, la peur, l'amour protecteur qu'elle portait à cet enfant et quelque chose d'autre qu'il n'arrivait pas à identifier. « Oui, » dit-elle finalement, « on peut essayer. » Étienne se releva, profondément ému par le courage de cette jeune femme qui acceptait de risquer la seule stabilité qu'Élodie avait jamais connue pour une vérité incertaine. « Il y a autre chose, » ajouta-t-il. « J'aimerais engager un nouveau détective privé pour reprendre l'enquête sur la disparition de Camille, et je pense qu'il devrait également enquêter sur Sandrine. Si nos hypothèses sont exactes, leur destin était lié. » Claire hocha la tête. « J'ai gardé quelques affaires de ma sœur, des lettres, des photos, son journal intime. Je n'ai jamais eu le courage de tout lire, mais peut-être que ça pourrait vous aider. Vous feriez ça? Pour Élodie, je ferais n'importe quoi. » Sa voix était simple, mais la détermination qui la sous-tendait était inébranlable. Élodie, qui avait écouté cet échange d'adultes avec la gravité qu'elle montrait souvent,
leva soudain les yeux vers Étienne. « Monsieur Étienne, si vous trouvez ma maman, est-ce qu'elle pourra venir habiter dans votre grande maison, avec les beaux jardins et la piscine ?» Étienne échangea un nouveau regard avec Claire. Dans les yeux de la petite fille brillait un rêve si pur, si innocent, qu'il se sentit écrasé par le poids de la responsabilité. « On verra, ma chérie, » dit-il doucement. « Pour l'instant, le plus important, c'est de chercher la vérité. » Mais en prononçant ces mots, il réalisa qu'il ne savait plus très bien ce qu'il redoutait le plus. Découvrir que Camille était morte, ou découvrir qu'elle était vivante quelque part et qu'elle avait choisi de ne jamais revenir. Au dehors, les cloches de Lyon sonnaient 10 heures, marquant le début d'une quête qui allait remuer des secrets enfouis depuis trop longtemps dans les replis du temps. 3 jours plus tard, Claire revint chez Étienne avec 2 valises usées qu'elle posa délicatement dans le salon. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle ouvrait la première, révélant un amoncellement d'objets personnels soigneusement préservés. Lettres jaunies, photographies, bijoux fantaisie et au fond, un carnet à la couverture de cuir rouge éraflé. « Je n'ai jamais eu le courage de lire son journal en entier », admit-elle en sortant le carnet avec précaution. « Les premières pages parlent de notre enfance, de nos parents. C'était trop douloureux. » Étienne prit délicatement le journal entre ses mains. L'écriture de Sandrine était fine et légèrement penchée, celle d'une femme qui avait appris à écrire avec soin, mais dont la vie tumultueuse transparaissait dans l'irrégularité de certains traits. « Nous devrions le lire ensemble, » suggéra-t-il. « Si nos soupçons sont fondés, il se peut que Sandrine ait écrit des choses sur Camille. » Claire acquiesça et s'installa à côté de lui sur le canapé, tandis qu'Élodie jouait tranquillement avec une maison de poupées qu'Étienne avait fait livrer la veille. Un geste spontané qui l'avait lui-même surpris. Il ouvrit le journal aux premières pages datées de 2013, soit 1 an avant la naissance d'Élodie. L'écriture de Sandrine racontait d'abord des anecdotes banales, ses emplois temporaires, ses sorties, ses déceptions amoureuses. Puis, vers le milieu du carnet, le ton changea. 15 septembre 2013. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, pas quelqu'un d'ordinaire. Elle s'appelle Camille et elle vient d'un monde que je ne connais que de loin. Nous nous sommes croisés au Café de la Paix. Elle pleurait, moi aussi. 2 âmes perdues qui se reconnaissent, je suppose. Elle m'a raconté son histoire. Je lui ai raconté la mienne. Nous avons découvert que nous portions le même fardeau, l'abandon de nos familles. Claire et Étienne se regardèrent, le cœur battant. Voilà la confirmation qu'ils cherchaient. Sandrine avait bien connu Camille. Étienne continua la lecture à voix haute. 22 septembre 2013. Camille et moi sommes devenus inséparables. Elle me fascine et m'effraie à la fois. Si belle, si élégante, mais si brisée aussi. Elle me parle de sa famille riche qui l'a reniée, de ce père qui a détruit leur nom par ses infidélités. Elle dit qu'elle veut se venger, montrer à tous qui il est vraiment. Parfois, je me demande si je ne suis pas juste un instrument dans sa vengeance. 10 octobre 2013. Camille a un plan. Elle veut retourner dans l'entreprise familiale, mais pas ouvertement. Elle va se faire embaucher sous un faux nom dans leur vinicola, infiltrer le milieu, récolter des preuves des méfaits de son père. Elle m'a proposé de l'accompagner. L'idée me terrifie et m'excite à la fois. Et si c'était notre chance de sortir de la misère? Mon Dieu, murmura Claire. Elles ont comploté ensemble. Étienne sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Sa sœur n'était donc pas revenue par hasard. Elle avait orchestré son retour dans le but de nuire à leur père. Il tourna plusieurs pages d'un coup, cherchant des entrées plus récentes. 5 décembre 2013. Nous travaillons toutes les deux au vignoble Morel maintenant. Camille sous le nom de Camille Dubois, moi sous mon vrai nom, puisque personne ne me connaît. Elle est extraordinaire, elle arrive à charmer tout le monde, tout en restant invisible. Même Henri Morel ne la reconnaît pas. Il faut dire qu'elle a beaucoup changé physiquement. 15 janvier 2014. Quelque chose a mal tourné. Camille a commencé à s'attacher à quelqu'un de la famille. Elle parle sans cesse d'Étienne, le fils. Elle dit qu'il n'est pas comme son père, qu'il est honorable, intelligent, beau. Je la mets en garde. Mais elle ne m'écoute plus. Son plan de vengeance se transforme en quelque chose d'autre.
Étienne s'arrêta de lire, bouleversé. Camille parlait de lui, elle s'était attachée à lui. 28 février 2014, c'est un désastre. Camille est enceinte. Le père, c'est « je ne peux même pas l'écrire ». Si la vérité éclate, cela détruira tout le monde. Elle refuse de me dire ce qu'elle compte faire. Elle répète seulement qu'elle doit protéger l'enfant, que c'est la seule chose pure qui soit sortie de cette histoire sordide. Claire posa sa main sur celle d'Étienne. « Vous voulez que j'arrête de lire ?» Il secoua la tête, même si chaque mot le poignardait. Il devait connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. 15 mars 2014. Camille veut disparaître. Elle dit qu'elle ne peut pas élever cet enfant dans le mensonge, qu'elle ne peut pas non plus révéler la vérité sans détruire des innocents. Elle m'a demandé de l'accompagner à Grenoble, de l'aider à accoucher en secret. Après, elle veut que je prenne l'enfant et que je disparaisse moi aussi. Elle dit qu'elle me donnera assez d'argent pour nous trois, qu'elle trouvera un moyen de refaire sa vie ailleurs. 20 avril 2014. Élodie est née ce matin. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Camille l'a tenue dans ses bras pendant des heures. Elle pleurait et murmurait des excuses. Elle lui a mis le bracelet qu'elle portait toujours, celui que son frère lui avait offert pour ses 18 ans. Comme ça, disait-elle, une partie de sa vraie famille restera toujours avec elle. Étienne laissa échapper un sanglot étouffé. Ce bracelet, ce petit bijou d'argent qui avait tout déclenché, c'était son cadeau d'anniversaire à Camille. Il se souvenait parfaitement de ce jour, de son sourire radieux quand elle l'avait découvert. 25 avril 2014, Camille est partie cette nuit. Elle a embrassé Élodie une dernière fois et elle a disparu dans l'obscurité. Elle m'a laissé une enveloppe pleine d'argent et une lettre que je dois remettre à sa fille quand elle aura 18 ans. Je promets de m'occuper de ce bébé comme si c'était le mien. C'est ma façon de remercier Camille pour m'avoir montré qu'il existait d'autres possibilités dans la vie. Les dernières entrées du journal étaient espacées, décrivant la vie de Sandrine avec Élodie, ses difficultés financières croissantes malgré l'argent de Camille, ses remords de ne pas pouvoir offrir à la petite fille la vie qu'elle méritait. La dernière entrée était datée du 3 janvier 2020. Je ne peux plus. L'argent est épuisé. Je perds mon travail. Et Claire commence à poser trop de questions sur les origines d'Élodie. Je crois que le mieux serait qu'elle s'occupe d'elle. Claire est stable, honnête, elle saura lui donner l'amour qu'elle mérite. Quant à moi, il est peut-être temps que je retrouve Camille, où qu'elle soit. Le silence qui suivit cette lecture fut assourdissant. Élodie, inconsciente du drame qui se jouait, continuait à faire danser ses poupées en murmurant une comptine. Sandrine savait, murmura Claire, les larmes aux yeux. Elle savait tout et elle ne m'a jamais rien dit. Étienne referma doucement le journal, l'esprit en ébullition. Une partie du mystère était résolue, mais de nouvelles questions, plus troublantes encore, surgissaient. « Claire, dit-il d'une voix rauque, il y a quelque chose que ce journal ne dit pas. Le nom du père d'Élodie. Sandrine écrit qu'elle ne peut même pas l'écrire, que la vérité détruirait tout le monde. » Claire le regarda, et il vit dans ses yeux qu'elle avait tiré la même conclusion terrifiante que lui. « Vous pensez que... Je pense qu'il nous faut ces résultats d'ADN plus que jamais, » répondit Étienne. « Et j'ai le pressentiment que quand nous les aurons, rien ne sera plus jamais comme avant. » Une semaine s'écoula dans une tension palpable. Étienne avait engagé Julien Mercier, l'un des meilleurs détectives privés de Lyon, pour reprendre l'enquête sur la disparition de Camille et Sandrine. Pendant ce temps, Claire continuait à travailler dans la propriété. Mais leur relation avait subtilement changé. Les barrières sociales qui les séparaient auparavant semblaient s'estomper face à l'ampleur du mystère qu'ils partageaient. Élodie, quant à elle, s'épanouissait dans ce nouvel environnement. Elle explorait les jardins avec la curiosité intrépide de ses 4 ans, transformait la bibliothèque en château de princesse et avait même apprivoisé César, le vieux chat persan d'Étienne, qui, d'habitude, fuyait les visiteurs. « Elle a quelque chose de magique, cette petite », avait observé Marguerite, la gouvernante de la propriété, en regardant Élodie construire un fort avec les coussins du salon. « Elle illumine cette maison. » C'était exactement ce qu'Étienne ressentait, même s'il n'osait se l'avouer. Pour la première fois depuis des années, sa demeure résonnait de rires d'enfants.
de conversations spontanées, de cette vie chaude et imprévisible qu'il avait bannie de son existence. Le mardi matin, son téléphone sonna. Docteur Rousseau, du laboratoire d'analyse génétique. Monsieur Morel, j'ai les résultats que vous attendez. Pourriez-vous passer au laboratoire cet après-midi? Ne pouvez-vous pas me les communiquer par téléphone? Je préfère que nous en discutions en personne. Certains résultats nécessitent des explications. Étienne sentit son estomac se nouer. Cette prudence inhabituelle de la part du médecin ne présageait rien de bon. Il appela Claire, qui accepta immédiatement de l'accompagner. Ils confièrent Élodie à Marguerite et se rendirent au laboratoire dans un silence pesant, chacun redoutant ce qu'ils allaient apprendre. Docteur Rousseau, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris et au regard bienveillant, les reçut dans son bureau feutré. Il tenait plusieurs feuilles d'analyse dans ses mains et semblait chercher ses mots. « Avant tout, commença-t-il, je dois vous dire que ces résultats sont inhabituels. Nous avons procédé à plusieurs vérifications pour nous assurer de leur exactitude. » Il posa les documents sur son bureau et regarda alternativement Étienne et Claire. « Mademoiselle Dumas, Monsieur Morel, selon nos analyses, il existe effectivement un lien de parenté entre vous et la petite Élodie. Cependant, ce lien n'est pas celui auquel vous vous attendiez. » Claire agrippa les accoudoirs de sa chaise. « Que voulez-vous dire? Élodie n'est pas la nièce de Monsieur Morel. L'ADN indique qu'il est son grand-père. » Le silence qui suivit cette déclaration fut si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Étienne et Claire se regardèrent, abasourdis. « C'est impossible, » balbutia Étienne. « Camille était ma sœur. Si Élodie était sa fille, je serais son oncle, pas son grand-père. » Docteur Rousseau hocha la tête gravement. « C'est exactement ce qui nous a amenés à pousser les analyses plus loin. Nous avons comparé l'ADN d'Élodie avec l'échantillon de Monsieur Morel, selon différents degrés de parenté possibles. Le résultat est formel. Monsieur Morel partage avec cet enfant le type de lien génétique qu'on trouve entre un grand-père et sa petite-fille. » Claire porta la main à sa bouche, horrifiée. « Vous voulez dire que le père d'Élodie serait le père de Monsieur Morel, Henri Morel. » Étienne sentit le monde s'effondrer autour de lui. Son père. Son propre père avait mis enceinte Camille, sa sœur. L'homme qui l'avait élevé, qui prêchait les valeurs familiales, qui dirigeait son empire avec une poigne de fer, avait commis l'irréparable. « Mais attendez, » dit-il d'une voix tremblante, « il y a autre chose que vous devez savoir. Nous soupçonnons que Camille n'était pas que sa mère. » Il ne parvenait pas à formuler la phrase. Docteur Rousseau fronça les sourcils. « Monsieur Morel, si vous avez des doutes sur la parenté entre votre sœur et vous, nous pourrions effectuer des analyses complémentaires. Avez-vous des échantillons de votre mère ou de votre père? »« Mon père est décédé l'année dernière, » murmura Étienne. « Mais nous conservons encore quelques effets personnels, et ma mère, elle vit en maison de retraite. Dans ce cas, nous pourrions clarifier la situation. Mais je dois vous prévenir, plus nous creusons, plus les révélations risquent d'être douloureuses. » Claire se tourna vers Étienne, les yeux brillants de larmes. « Et s'il y avait d'autres secrets? Et si tout ce que nous croyons savoir sur nos familles était faux ?» Docteur Rousseau se racla la gorge. « Il y a effectivement quelque chose d'autre. En analysant l'ADN de Mademoiselle Dumas pour éliminer toute contamination possible des échantillons, nous avons découvert... » Il hésita, visiblement embarrassé. « Nous avons découvert que vous aussi, Mademoiselle Dumas, vous partagez un lien de parenté avec Monsieur Morel, un lien qui suggère que vous pourriez être demi-sœur et demi-frère. » Cette fois, ce fut Claire qui vacilla sur sa chaise. Étienne se leva d'un bond, arpentant le petit bureau comme un lion en cage. « C'est impossible, nos mères étaient différentes, nos pères... » Il s'arrêta net. « Mon Dieu, votre mère, comment s'appelait-elle? » Marie Dumas. Elle travaillait comme... Claire s'interrompit, son visage devenant livide. Elle travaillait comme secrétaire dans une entreprise viticole avant ma naissance. Elle ne nous a jamais dit laquelle. Étienne ferma les yeux, tous les éléments du puzzle s'assemblant dans son esprit avec une clarté terrifiante. Son père, Henri Morel, l'homme aux multiples liaisons. Marie Dumas, une secrétaire qu'il avait séduite et abandonnée. Claire, née de cette union cachée.
Docteur, dit-il d'une voix blanche, si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire qu'Élodie est la fille de mon père et de ma sœur, et que Claire est ma demi-sœur? C'est exactement ce que suggèrent les analyses. Je suis désolé, cette situation est exceptionnellement complexe. Claire se leva brusquement, titubant vers la porte. Je ne peux pas. C'est trop. Étienne la rattrapa dans le couloir, la prenant doucement par les épaules. Elle tremblait de tout son corps. « Claire, écoutez-moi. Quoi que révèlent ces tests, quoi que mon père ait fait, cela ne change rien à ce que vous êtes. Vous êtes la femme la plus courageuse et la plus généreuse que je connaisse. Vous avez sauvé Élodie. Vous l'avez aimée sans condition. Rien ne peut salir cela. » Elle leva vers lui des yeux noyés de larmes. « Mais nous, si nous sommes, comment pourrions-nous » Elle ne termina pas sa phrase, mais Étienne comprit. Lui aussi avait senti quelque chose naître entre eux ces derniers jours, quelque chose de tendre et de profond qui dépassait leur relation employeur-employé. Et maintenant, cette révélation venait tout compliquer. « Nous trouverons un moyen, » dit-il simplement, « ensemble, pour Élodie. Car au-delà de tous les secrets, de toutes les révélations choquantes, il y avait cette petite fille qui les attendait à la maison, innocente et confiante, et qui avait besoin qu'ils trouvent la force de construire quelque chose de beau avec les fragments brisés de leurs histoires familiales. Le trajet de retour vers la propriété se déroula dans un silence lourd de non-dits. Claire fixait le paysage qui défilait derrière la vitre, tandis qu'Étienne conduisait avec une tension visible dans ses épaules. Chacun d'eux tentait d'assimiler les révélations qui venaient de faire exploser leur conception de leurs propres identités. En arrivant à la maison, ils trouvèrent Élodie dans le jardin, occupée à cueillir des marguerites avec Marguerite. La petite fille courut vers eux, un bouquet désordonné à la main, son visage rayonnant d'innocence. « Tati Claire, Monsieur Étienne, regardez ce que j'ai fait pour vous. » Elle tendit fièrement ses fleurs, ignorant totalement le trouble de ses deux protecteurs. Claire s'agenouilla pour recevoir le bouquet, s'efforçant de sourire malgré les larmes qui menaçaient. « Elles sont magnifiques, ma chérie. Marguerite m'a dit que les fleurs, ça rend les gens heureux quand ils sont tristes. Vous êtes triste ?» La question directe d'Élodie frappa Étienne comme un coup de poing. Cet enfant, fruit d'un secret si sombre, était pourtant lumineuse de pureté. Comment expliquer à un être si innocent qu'elle était née d'un acte que la société condamnait? Comment lui faire comprendre que sa simple existence remettait en question tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour et la famille? Parfois, les grandes personnes sont tristes parce qu'elles apprennent des choses compliquées, répondit Claire avec douceur. Mais cela ne change rien à l'amour qu'elle porte aux petites filles comme toi. Marguerite, qui avait observé la scène, s'approcha discrètement d'Étienne. « Monsieur, vous avez reçu plusieurs appels en votre absence. Maître Dubois demande que vous le rappeliez d'urgence, et un certain monsieur Mercier souhaite vous rencontrer ce soir. Il dit que c'est au sujet de l'enquête. » Étienne hocha la tête. Le détective avait peut-être trouvé d'autres éléments. Il n'était pas sûr d'être prêt à affronter de nouvelles révélations, mais il fallait aller jusqu'au bout. « Marguerite, pourriez-vous vous occuper d'Élodie ce soir? Claire et moi devons nous entretenir avec monsieur Mercier. »« Bien sûr, monsieur. Cette petite est un ange. » Quelques heures plus tard, Julien Mercier se présenta à la propriété. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, au regard perçant et aux manières précises. Il posa sa mallette sur la table du salon et en sortit plusieurs dossiers. « Je ne vais pas y aller par 4 chemins, » commença-t-il. « Ce que j'ai découvert va vous bouleverser. J'ai retrouvé la trace de Camille Morel. » Claire et Étienne échangèrent un regard tendu. « Elle est vivante ?» demanda Étienne d'une voix étranglée. « Non. » Mercier ouvrit l'un des dossiers. Camille Morel est décédée en juin 2015, soit 1 an après la naissance d'Élodie. Elle vivait sous une fausse identité dans un petit village près de Marseille. D'après le médecin qui l'a suivie, elle souffrait d'une dépression sévère depuis l'accouchement. Il marqua une pause avant de continuer. Elle s'est suicidée en se jetant du haut des calanques. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais plusieurs témoins l'ont vu sauter. Claire porta la main à sa bouche, horrifiée. Mon Dieu! Et Sandrine? Sandrine Dumas a disparu en janvier 2020, comme l'indiquait son journal, mais j'ai des raisons de croire qu'elle n'a pas quitté la région volontairement.
Il sortit une autre liasse de documents. Ces derniers retraits bancaires ont eu lieu à Lyon, près du domicile familial des Morel. Elle semblait chercher à établir un contact. Étienne fronça les sourcils. Un contact? Avec qui? Avec votre père, monsieur Morel. J'ai trouvé plusieurs témoins qui l'ont vu rôder autour de la propriété familiale dans les jours précédant sa disparition. Le gardien de nuit m'a confirmé qu'elle avait tenté de forcer l'entrée une nuit de janvier. Mais pourquoi? Que voulait-elle? Mercier ouvrit un troisième dossier, révélant des copies de documents bancaires. L'argent que Camille lui avait donné était épuisé. Sandrine était désespérée, endettée. Je pense qu'elle voulait faire chanter votre père, lui révéler l'existence d'Élodie en échange d'une somme d'argent. Le détective marqua une nouvelle pause, visiblement mal à l'aise. Monsieur Morel, j'ai également enquêté sur votre père, comme vous me l'aviez demandé. Henri Morel n'était pas l'homme que le public croyait connaître. Il étala plusieurs photographies sur la table. Mais les clichés ont été pris par un autre détective privé en 2019 à la demande d'une épouse trompée qui soupçonnait son mari d'avoir une liaison avec votre père. Claire se pencha pour examiner les photos et eut un haut le cœur. Elle montrait Henri Morel dans diverses situations compromettantes avec des femmes différentes, toutes jeunes, toutes visiblement dans une situation de dépendance économique. Votre père était un prédateur, monsieur Morel. Il utilisait sa position de pouvoir pour séduire ses employés, ses partenaires commerciaux, même les épouses de ses associés. Et quand elle devenait gênante... Quoi? Demanda Étienne, la mâchoire serrée. Elle disparaissait de sa vie, parfois avec une compensation financière, parfois avec des menaces. J'ai retrouvé au moins 6 femmes qui ont été contraintes de quitter la région après avoir eu des relations avec lui. Mercier sortit un dernier document. Et puis il y a ça, le testament de votre père, modifié 3 semaines avant sa mort. Étienne parcourut rapidement le document et pâlit. Il lègue une partie de ses biens à une certaine Marie D. et à sa descendance. Marie Dumas, la mère de Claire. Votre père savait qu'il avait une fille cachée. Il savait, et il n'a jamais cherché à la connaître de son vivant. Claire se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. Tout ça pour de l'argent. Il a détruit tant de vies, et au final, il pensait pouvoir acheter son pardon avec un legs posthume. Étienne rejoignit Claire près de la fenêtre. Dehors, Élodie jouait encore dans le jardin éclairé par les projecteurs, insouciante et heureuse. « Il y a autre chose, » reprit Mercier. « J'ai des raisons de penser qu'Henri Morel était au courant de l'existence d'Élodie et que la disparition de Sandrine n'était pas accidentelle. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Étienne, se retournant brusquement. « Votre père est décédé en février 2020, soit 1 mois après la disparition de Sandrine. D'après son médecin personnel, il était en parfaite santé. Sa mort subite d'un arrêt cardiaque était inattendue. » Claire et Étienne se regardèrent, saisis d'horreur. « Vous pensez qu'il... » »« Je pense qu'Henri Morel a fait taire Sandrine définitivement, et que le stress de cet acte, ajouté au poids de tous ses secrets, a eu raison de son cœur. » Un silence de plomb tomba sur le salon. Étienne sentit le dernier vestige de respect qu'il nourrissait pour son père s'effriter définitivement. L'homme qu'il avait admiré, craint et essayé d'égaler était un monstre qui avait détruit méthodiquement toutes les femmes qui avaient croisé son chemin. « Monsieur Mercier, dit-il finalement, je veux que vous arrêtiez vos recherches. Nous avons assez de vérité pour le moment. » Le détective hocha la tête et rassembla ses dossiers. « Je comprends, mais sachez que s'il y a d'autres victimes, s'il y a d'autres familles brisées par cet homme, elles méritent aussi de connaître la vérité. » Après le départ du détective, Claire et Étienne restèrent seuls dans le salon, écrasés par le poids des révélations. Au dehors, la nuit était tombée, et Marguerite avait couché Élodie. « Comment fait-on maintenant » murmura Claire. « Comment continue-t-on à vivre avec tout ça ?» Étienne s'approcha d'elle, hésitant. Malgré tout ce qu'il venait d'apprendre, malgré le lien de sang qui les unissait, il ne pouvait nier les sentiments qui grandissaient en lui pour cette femme extraordinaire. « Nous ne sommes pas notre père, Claire, nous ne sommes pas les crimes qu'il a commis, nous sommes ce que nous choisissons d'être. » Il tendit la main vers elle, et après un instant d'hésitation, elle la prit.
Et nous choisissons d'être là pour Élodie. Nous choisissons de lui donner l'amour et la stabilité qu'elle mérite. Le reste, nous trouverons un moyen de faire avec. Dans l'obscurité du salon, deux âmes, meurtries par les secrets du passé, se promettaient de construire un avenir différent pour une petite fille qui représentait peut-être leur seule chance de rédemption. Les semaines qui suivirent, les révélations du détective marquèrent le début d'une période étrange dans la vie de la propriété Morel. Étienne avait pris une décision radicale. Claire et Élodie emménageraient définitivement dans la demeure familiale. Officiellement, il s'agissait d'un arrangement pratique. Claire deviendrait la gouvernante en chef et Élodie aurait accès à une meilleure éducation. Officieusement, il s'agissait d'une famille qui se reconstruisait sur les décombres du passé. Étienne avait fait réaménager entièrement l'aile est de la maison. Claire disposait désormais d'un appartement privé composé d'une chambre spacieuse, d'un salon et d'une salle de bain, tandis qu'Élodie avait sa propre chambre de petite princesse, avec des murs peints en rose pastel et des étagères remplies de livres et de jouets. « Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça », avait protesté Claire quand les ouvriers avaient terminé les travaux. « C'est trop généreux. »« Ce n'est pas de la générosité, » avait répondu Étienne. « C'est de la justice. Cette maison vous appartient autant qu'à moi. Vous êtes une Morel, même si vous ne portez pas le nom. » Cette conversation avait eu lieu 1 mois plus tôt, et depuis, leur cohabitation avait trouvé son rythme. Claire s'occupait de la gestion quotidienne de la propriété avec une efficacité remarquable, transformant peu à peu l'atmosphère froide et guindée de la demeure en un véritable foyer. Élodie, quant à elle, s'épanouissait dans ce nouvel environnement. Elle avait commencé à fréquenter l'école maternelle privée du quartier, où elle s'était rapidement fait des amis. Le soir, elle aidait Claire à préparer le dîner, ou écoutait religieusement Étienne lui lire des histoires dans la bibliothèque. Mais malgré cette harmonie apparente, une tension sourde subsistait entre Claire et Étienne. Ils avaient appris à vivre ensemble comme une famille, mais les sentiments qui avaient commencé à naître entre eux avant les révélations restaient non dits, enfouis sous le poids de leur lien de sang. Ce matin-là, Claire préparait le petit déjeuner dans la grande cuisine quand Étienne entra, déjà habillé pour le bureau. Il s'arrêta net en la voyant, comme cela lui arrivait souvent ces derniers temps. Elle portait une robe bleue simple qui mettait en valeur la couleur de ses yeux, et ses cheveux châtains tombaient librement sur ses épaules. « Bonjour », dit-elle sans lever les yeux de ses œufs brouillés. Élodie est encore dans sa chambre, elle joue avec sa nouvelle maison de poupées. « Claire », commença Étienne, puis il s'interrompit. Elle leva enfin les yeux vers lui. « Oui, rien, j'ai juste, nous devrions parler. Ce soir, peut-être, quand Élodie sera couchée. » Claire hocha la tête, mais une rougeur colora ses joues. Elle aussi sentait cette tension grandissante entre eux, cette attraction qu'il s'efforçait de réprimer. « Étienne !» cria joyeusement Élodie en dévalant l'escalier. Elle avait pris l'habitude de l'appeler par son prénom, ce qui l'émouvait à chaque fois. « Tu veux voir ma nouvelle robe de poupée? Je l'ai faite moi-même !» Il s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur et examina consciencieusement la création textile d'Élodie. Un morceau de tissu noué autour d'une poupée Barbie. « Elle est magnifique. Tu as des doigts de fée. Tati Claire m'a appris. Elle sait tout faire. » Étienne regarda Claire par-dessus la tête d'Élodie. « Oui, ta Tati Claire est exceptionnelle. » Le téléphone sonna, interrompant ce moment d'intimité familiale. Claire décrocha et fronça les sourcils. « C'est pour vous, » dit-elle en tendant le combiné à Étienne. « Maître Dubois, il dit que c'est urgent. » Étienne prit l'appel avec appréhension. Ces derniers temps, les nouvelles urgentes n'apportaient jamais rien de bon. « Étienne !» La voix de l'avocat était tendue. « Il faut que vous veniez à mon bureau immédiatement. Nous avons un problème. Un gros problème. De quoi s'agit-il? Quelqu'un revendique l'héritage de votre père. Quelqu'un qui prétend être sa fille. » Étienne sentit son sang se glacer. « Sa fille? Mais Claire est déjà... » « Pas Claire. Une autre femme. Elle s'appelle Isabelle Moreau. Et elle affirme être née d'une liaison entre Henri Morel et sa mère en 1985. Elle a des documents, des témoins, et elle exige sa part de l'héritage. C'est impossible. Mon père n'a jamais... « Étienne !»
l'interrompit l'avocat. Cette femme connaît des détails sur votre famille que seule une personne très proche pourrait connaître, et elle menace de révéler publiquement certains aspects de la vie privée de votre père si nous ne trouvons pas un accord amiable. Étienne ferma les yeux, accablé. Combien de secrets Henri Morel avait-il encore laissés derrière lui? Combien de vies avait-il brisées? « J'arrive », dit-il simplement. Il raccrocha et se tourna vers Claire, qui avait saisi l'essentiel de la conversation d'après son expression inquiète. « Une autre sœur » demanda-t-elle doucement. Apparemment, il soupira profondément. « Claire, je dois y aller. Pouvez-vous »« Bien sûr, je m'occupe de tout ici. » Il hésita, puis s'approcha d'elle. « Quoi qu'il arrive, quoi qu'on découvre encore sur mon père, rien ne changera ce que nous avons construit ici. Vous le savez, n'est-ce pas ?» Claire hocha la tête, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. Chaque révélation sur Henri Morel semblait les éloigner un peu plus de la possibilité d'un bonheur simple. Étienne embrassa Élodie sur le front et partit, laissant derrière lui deux femmes qui avaient appris à redouter les coups de téléphone matinaux. Au bureau de Maître Dubois, Étienne découvrit une femme d'une quarantaine d'années, aux traits durs et au regard calculateur. Isabelle Moreau ne ressemblait ni à Claire ni à lui, mais quand elle sourit, il reconnut quelque chose dans cette expression, le même charme manipulateur qu'avait son père. « Monsieur Morel, » dit-elle, en se levant pour le saluer. « Enfin, nous nous rencontrons. J'ai tant entendu parler de vous. Mademoiselle Moreau, j'aimerais comprendre ce que vous voulez exactement. Ce que je veux ?» Elle rit, un son cristallin et froid. « Je veux simplement ce qui me revient de droit. La moitié de l'empire Morel. Après tout, je suis l'aîné des enfants d'Henri. » Elle ouvrit sa mallette et en sortit une liasse de documents. Certificat de naissance, correspondance privée avec mon père, témoignages de personnes qui nous ont vus ensemble. J'ai tout ce qu'il faut pour prouver ma filiation. Étienne parcourut les documents, son cœur se serrant à chaque page. Tout semblait authentique. Cette femme était réellement sa demi-sœur, une autre victime de la prédation de son père. « Et si nous refusons ?» demanda Maître Dubois. Le sourire d'Isabelle se fit plus tranchant. « Alors, j'irai voir la presse, et je leur raconterai tout. Les liaisons multiples d'Henri Morel, ses victimes, ses méthodes de chantage. » Elle marqua une pause théâtrale. Et bien sûr, l'histoire fascinante de sa liaison avec sa propre fille adoptive qui a donné naissance à une petite fille. Étienne bondit de sa chaise. « Comment osez-vous ?»« Oh, mais je sais tout, mon cher demi-frère. Papa m'a tout raconté avant de mourir. Camille, Sandrine, la petite Élodie, et même l'existence de votre chère Claire. Il était très bavard quand il avait bu. » Elle se rassit calmement, savourant son avantage. « Alors qu'est-ce que ce sera ? Un partage amiable de l'héritage ou un scandale public qui détruira votre réputation et celle de votre famille ?» Étienne comprit qu'il était face à une version féminine de son père, intelligente, impitoyable et prête à tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Et pour la première fois depuis des semaines, il se demanda si le bonheur qu'ils avaient commencé à construire avec Claire et Élodie pourrait survivre à cette nouvelle tempête. Étienne rentra chez lui ce soir-là avec le poids du monde sur les épaules. La réunion avec Isabelle Moreau s'était prolongée pendant des heures, chaque minute révélant une nouvelle facette de la manipulation dont elle était capable. Cette femme ne voulait pas seulement l'argent, elle voulait détruire tout ce qu'il avait construit. Il trouva Claire dans la cuisine, préparant le dîner. Élodie était assise à la table, coloriant consciencieusement un livre de dessin. La scène était d'une normalité si apaisante après l'après-midi qu'il venait de vivre, qu'il s'arrêta sur le seuil, savourant ce moment de paix. « Papa Étienne !» s'exclama Élodie en levant les yeux de ses crayons. Le mot le frappa comme un coup de foudre. Claire se retourna, surprise elle aussi. Élodie avait commencé à l'appeler Papa Étienne de temps en temps, mais jamais devant Claire. « Pardon, » dit la petite fille en rougissant. « Je voulais dire Étienne. »« Non, » dit-il en s'approchant d'elle, ému. « Tu peux m'appeler Papa Étienne si tu veux, ça me fait très plaisir. » Le sourire radieux d'Élodie illumina la cuisine. Claire observait la scène avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-elle quand Élodie retourna à ses dessins. Étienne hésita.
Comment expliquer que leur bonheur fragile était menacé par une demi-sœur vénale sans traumatiser Élodie? Nous devons parler, dit-il simplement. Après le dîner, le repas se déroula dans une atmosphère tendue, malgré les bavardages innocents d'Élodie, qui racontait sa journée à l'école avec l'enthousiasme de ses 4 ans. Elle avait appris une nouvelle chanson, fait un dessin pour sa maîtresse et joué avec sa meilleure amie Emma pendant la récréation. Et Emma m'a dit que son papa et sa maman vont se marier, annonça-t-elle soudain. Et ils vont faire une grande fête avec une robe blanche et des fleurs partout. Claire manqua de s'étrangler avec sa bouchée de salade. Étienne sentit ses joues s'enflammer. C'est très beau, ma chérie, parvint à articuler Claire. Dis, papa Étienne, toi et Tati Claire, vous allez vous marier aussi? Le silence qui suivit cette question fut si lourd qu'on aurait pu le découper au couteau. Étienne et Claire se regardèrent, incapables de répondre. Les gens qui s'aiment se marient, pas vrai? Insista Élodie, avec la logique implacable de l'enfance. Et vous vous aimez, non? Élodie, dit doucement Claire, c'est plus compliqué que ça pour les grandes personnes. Mais pourquoi? Parce que... Claire chercha ses mots. Parce que parfois, même quand on s'aime, on ne peut pas se marier. C'est stupide, déclara Élodie avec la franchise brutale de son âge. Après le dîner, une fois Élodie couchée, Claire et Étienne se retrouvèrent dans le salon. La conversation de la petite fille avait ravivé toutes les questions qu'ils évitaient soigneusement depuis des semaines. « Parlez-moi de cette Isabelle Moreau », dit Claire pour briser le silence. Étienne lui raconta tout, les revendications d'Isabelle, ses menaces, ses connaissances troublantes sur les secrets de famille. Claire l'écouta sans l'interrompre, son visage se fermant progressivement. « Elle veut nous détruire », conclut-il. « Si nous ne cédons pas à son chantage, elle révélera tout à la presse. L'histoire de Camille, celle d'Élodie, notre situation. »« Notre situation ?» répéta Claire amèrement. « Vous voulez dire le fait que nous sommes demi-frères et demi-sœurs ?» Claire. « Non, Étienne, il faut qu'on en parle. On ne peut pas continuer à faire semblant que ça n'existe pas. » Elle se leva et marcha vers la fenêtre. « Élodie a raison, vous savez. C'est stupide. Tout ça est stupide. Que voulez-vous dire? Je veux dire que nous sommes en train de laisser les crimes de votre père définir nos vies. Nous sommes en train de nous punir pour des péchés que nous n'avons pas commis. » Étienne se leva à son tour, s'approchant d'elle. « Claire, nous partageons le même père. C'est un fait. Et alors ?» Elle se retourna vers lui, les yeux brillants de colère et de douleur. « Nous ne nous sommes pas connus, enfants. Nous n'avons pas grandi ensemble. Nous avons été élevés dans des mondes différents, par des mères différentes. Le seul lien qui nous unit, c'est un homme que nous méprisons tous les deux. Mais la société... » Elle rit amèrement. La même société qui a fermé les yeux sur les agissements de votre père pendant des décennies. La même société qui laisse des enfants comme Élodie grandir dans la pauvreté pendant que des prédateurs comme Henri Morel accumulent les richesses. Elle s'approcha de lui et il put voir les larmes qui perlaient dans ses yeux. « Je vous aime, Étienne. Voilà, c'est dit. Je vous aime malgré tout ce qu'on a découvert, malgré tous les obstacles, malgré tous les secrets. Et je crois que vous m'aimez aussi. » Il tendit la main vers elle, effleurant sa joue. « Bien sûr que je vous aime. Comment pourrait-il en être autrement? Vous êtes la femme la plus courageuse, la plus généreuse que j'ai jamais rencontrée. Vous avez transformé ma vie, apporté de la lumière dans cette maison, de la joie dans mon existence. Alors pourquoi nous interdisons-nous d'être heureux ?» Avant qu'il puisse répondre, elle se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce fut un baiser tendre et désespéré à la fois, chargé de tous les sentiments qu'ils avaient réprimés pendant des semaines. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux tremblants. « Claire, » murmura-t-il, « je sais que c'est compliqué. Je sais que cette Isabelle Moreau peut nous créer des problèmes. Mais je ne veux plus vivre dans la peur. Je ne veux plus que les mensonges du passé empoisonnent notre avenir. » Un bruit dans l'escalier les fit sursauter. Élodie descendait, traînant sa peluche favorite. « J'ai fait un cauchemar, » dit-elle d'une petite voix. « Il y avait une méchante dame qui voulait m'emmener loin de vous. » Claire et Étienne échangèrent un regard alarmé. Les enfants captaient souvent les tensions des adultes, même quand on croyait les protéger. « Viens là, ma chérie.
dit Claire en ouvrant ses bras. Élodie courut vers elle et se blottit contre sa poitrine. Papa Étienne, tu ne laisseras jamais la méchante dame m'emmener, dit. Étienne s'agenouilla près d'elle et caressa les cheveux de la petite fille. Jamais, ma puce, nous te protégerons toujours. Promis? Promis. En prononçant ce mot, Étienne prit une décision. Il ne laisserait pas Isabelle Moreau détruire leur famille. Il ne laisserait pas les fantômes du passé voler l'avenir d'Élodie. Et il ne laisserait plus les conventions sociales l'empêcher d'aimer Claire. Demain, il affronterait Isabelle Moreau. Mais ce soir, il savourait la chaleur de cette femme et de cet enfant qui avait redonné un sens à sa vie. « Nous allons nous battre », murmura-t-il à Claire par-dessus la tête endormie d'Élodie. « Pour nous, pour elle, pour notre droit au bonheur. » Claire hocha la tête, déterminée. « Ensemble, ensemble. » Dehors, la nuit était claire et étoilée, comme si l'univers lui-même approuvait leur décision de choisir l'amour plutôt que la peur. Le lendemain matin, Étienne avait convoqué une réunion extraordinaire au siège de l'entreprise Morel & Associés. Autour de la grande table de conférence en acajou étaient assis Maître Dubois, le directeur financier Bernard Lecomte et deux autres associés principaux de la holding. Au bout de la table, Isabelle Moreau siégeait avec l'assurance d'une reine recevant ses sujets. « Mesdames et messieurs, » commença Étienne, « nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter des revendications de mademoiselle Moreau. Mais avant tout, je tiens à établir certaines vérités. » Il ouvrit un dossier qu'il avait préparé avec soin pendant la nuit. « Mademoiselle Moreau, vous réclamez la moitié de l'Empire Morel en tant que fille aînée de mon père. Soit, parlons argent. » Isabelle sourit, croyant avoir gagné. Enfin, un peu de bon sens. La holding Morel & Associés a une valeur estimée à 80 millions d'euros. Mais elle a aussi des dettes considérables, des engagements financiers, des procès en cours. Il fit glisser une liasse de documents vers elle. Voici l'état réel de nos finances. Si vous voulez votre part, vous aurez aussi votre part des responsabilités. Isabelle parcourut rapidement les documents, son sourire se crispant. Ces dettes, elles sont réelles? Parfaitement réelles. Mon père était un homme d'affaires imprudent vers la fin de sa vie. Il a contracté des emprunts massifs, investi dans des projets douteux. Aujourd'hui, l'entreprise survit grâce à mes propres investissements personnels. Maître Dubois intervint. Mademoiselle Moreau, si vous réclamez votre héritage, vous hériterez aussi de 30 millions d'euros de dettes. Êtes-vous prête à assumer cette responsabilité? Le visage d'Isabelle se décomposa. Elle n'avait manifestement pas prévu cette possibilité. Vous mentez. Pas du tout. Étienne sortit un autre document. Voici une proposition officielle. Je vous offre 2 millions d'euros en liquide, payable immédiatement, en échange de votre renonciation à tout droit sur l'héritage Morel. C'est largement plus que ce que vous obtiendriez en réclamant votre part légitime. Isabelle serra les poings. Et si je refuse, si je révèle vos petits secrets? Étienne se leva calmement et marcha vers la fenêtre qui donnait sur le centre-ville de Lyon. Alors vous le ferez, et nous assumerons les conséquences. Vous n'oseriez pas. Le scandale détruirait votre réputation. Ma réputation? Il se retourna vers elle avec un sourire froid. Mademoiselle Moreau, j'ai passé la nuit à réfléchir. Et savez-vous ce que j'ai réalisé? Que je me fichais éperdument de ma réputation. Il revint vers la table, s'appuyant des deux mains sur le bois poli. Vous voulez révéler que mon père était un prédateur. Faites-le. Cela permettra peut-être à ces autres victimes de se manifester et d'obtenir justice. Vous voulez révéler l'histoire tragique de ma sœur. Les gens comprendront qu'elle était une victime, pas une coupable. Et votre relation avec Claire Dumas? Claire et moi n'avons rien fait de mal. Nous ne nous sommes pas connus enfants. Nous avons été élevés séparément. Notre amour n'a rien d'incestueux, contrairement aux agissements de mon père. Sa voix se durcit. Et si la société ne peut pas comprendre cela, alors tant pis pour la société. Isabelle réalisa qu'elle était en train de perdre la partie. Sa principale arme, la menace du scandale, se retournait contre elle. 2 millions, c'est dérisoire. C'est largement plus que ce que mon père vous a jamais donné de son vivant, répliqua Étienne sèchement. D'après mes informations, vous ne l'avez rencontré que quelques fois dans votre vie. Il ne vous a jamais reconnu officiellement, ne vous a jamais aidé financièrement. Pourquoi devriez-vous hériter de plus que ses victimes?
Il marqua une pause avant d'asséner le coup final. Car c'est ce que vous êtes, n'est-ce pas, mademoiselle Moreau, une victime. Votre mère était employée de maison chez nous quand vous avez été conçue. Elle avait 19 ans, lui en avait 45. Elle a été licenciée dès qu'elle a annoncé sa grossesse. Isabelle pâlit. Comment savez-vous? J'ai mes sources. Votre mère, Sylvie Moreau, est décédée dans la misère il y a 10 ans. Vous ne vous êtes manifesté qu'après la mort de mon père, quand vous avez appris l'existence de son testament. Vous ne voulez pas justice, mademoiselle Moreau. Vous voulez de l'argent facile. Le silence tomba sur la salle de conférence. Isabelle regardait alternativement tous les visages autour de la table, cherchant un soutien qu'elle ne trouverait pas. 3 millions, dit-elle finalement d'une voix étranglée. 2 millions, c'est ma dernière offre. Et si je refuse? Étienne haussa les épaules. Alors vous partez d'ici les mains vides, et nous assumons toutes les conséquences de vos révélations. Mais réfléchissez bien, qui souffrira le plus du scandale? Nous, qui avons un nom établi, des relations, des appuis? Ou vous, qui n'êtes qu'une inconnue cherchant à faire du chantage? Isabelle resta silencieuse pendant de longues minutes, pesant ses options. Finalement, elle hocha la tête avec amertume. 2 millions. Mais je veux l'argent aujourd'hui. Il sera viré sur votre compte dès que vous aurez signé l'acte de renonciation. Maître Dubois sortit les documents préparés à l'avance. Isabelle les lut attentivement, cherchant un piège, puis signa d'une main tremblante. « Félicitations, mademoiselle Moreau, » dit Étienne, quand tout fut terminé. « Vous venez de gagner plus d'argent en une matinée que votre mère n'en a vu de toute sa vie. J'espère que cela vous rendra heureuse. » Isabelle rassembla ses affaires, la rage déformant ses traits. « Vous croyez avoir gagné? Ce n'est que le début. D'autres vont venir. Mon père a semé suffisamment de graines empoisonnées pour que la récolte dure des années. »« Qu'ils viennent, » répondit Étienne calmement. « Nous les affronterons un par un, et peut-être que cela permettra enfin de faire justice. » Après le départ d'Isabelle, les associés félicitèrent Étienne pour sa gestion de la crise. Mais lui n'avait qu'une hâte. Rentrer chez lui, retrouver Claire et Élodie. Il les trouva dans le jardin, Claire poussant Élodie sur la balançoire qu'il avait fait installer la semaine précédente. Le rire cristallin de la petite fille résonnait dans l'air de l'après-midi, mélodieux comme une promesse de bonheur. « Papa Étienne !» cria Élodie en l'apercevant. « Regarde comme je vais haut. Je vois ça, ma puce. Tu es très courageuse. » Claire lui adressa un regard interrogateur. Il hocha la tête. « C'est fini. Elle a accepté notre offre. Et maintenant ? Maintenant, nous vivons. » Il s'approcha d'elle et prit sa main. « Nous vivons sans nous cacher, sans avoir honte de ce que nous ressentons. Nous construisons la famille que nous méritons tous les trois. Les gens parleront. Laissons-les parler. » Il porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser tendre. « Nous savons qui nous sommes. C'est tout ce qui compte. » Élodie sauta de la balançoire et courut vers eux. « Vous vous tenez la main. Ça veut dire que vous allez vous marier ?» Claire et Étienne se regardèrent et éclatèrent de rire. Dans les yeux de la petite fille brillait une joie si pure qu'elle chassait tous les nuages du passé. « Peut-être bien, ma chérie, » dit Claire en soulevant Élodie dans ses bras. « Peut-être bien. » Et pour la première fois depuis des mois, l'avenir leur sembla lumineux et plein de promesses. 6 mois s'écoulèrent dans une tranquillité relative. Contrairement aux prédictions d'Isabelle Moreau, aucune autre revendication ne se manifesta. Étienne avait fait publier discrètement dans plusieurs journaux locaux un avis invitant toute personne pensant avoir des droits sur l'héritage Morel à se manifester dans un délai de 6 mois. Passé ce délai, le silence qui suivit fut libérateur. La vie dans la propriété avait trouvé son rythme. Claire avait officiellement pris le titre de directrice administrative de la holding, un poste qu'elle occupait avec une compétence remarquable. Élodie, désormais âgée de 5 ans, fréquentait la grande section de maternelle et se révélait être une enfant brillante et sociable. Et surtout, Étienne et Claire avaient enfin cessé de se cacher leurs sentiments. Leur relation s'était développée naturellement, sans précipitation, dans le respect mutuel et la tendresse. Ils dormaient dans des chambres séparées par égard pour Élodie, mais passaient leurs soirées ensemble, partageant leurs préoccupations professionnelles, leurs projets pour l'avenir, leurs rêves secrets. Un soir de printemps,
Alors qu'Élodie dormait paisiblement, Claire rejoignit Étienne dans son bureau. Il était penché sur des dossiers, préparant une réunion importante pour le lendemain. « Vous travaillez encore ?» dit-elle en s'approchant de lui. « Les Japonais de Tokyo veulent racheter notre filiale viticole. C'est une offre intéressante, mais j'hésite. » Claire s'assit sur l'accoudoir de son fauteuil et regarda les documents par-dessus son épaule. « Pourquoi hésitez-vous ? Parce que cette filiale, c'est tout ce qui reste du vrai patrimoine familial. Mon arrière-grand-père a planté ses vignes de ses propres mains. Mon grand-père a développé l'entreprise, mon père l'a fait prospérer, jusqu'à ce qu'il commence à tout gâcher. » Il leva les yeux vers elle. « Si je vends, je brise définitivement avec le passé. Mais si je garde, je reste prisonnier de l'héritage de mon père. » Claire caressa doucement ses cheveux. « Et si vous transformiez cet héritage au lieu de le subir, que voulez-vous dire? Gardez les vignobles, mais changez-les. Faites-en quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous ressemble. Créez des emplois pour des femmes comme celles que votre père a exploitées. Établissez une fondation pour aider les mères célibataires, les enfants abandonnés. » Étienne se retourna dans son fauteuil pour lui faire face. « Vous voulez que je transforme l'empire de mon père en instrument de réparation? Pourquoi pas? L'argent sale peut devenir propre s'il sert à de bonnes causes. » Il prit ses mains dans les siennes. « Comment faites-vous pour toujours voir le bon côté des choses? J'ai appris qu'on ne peut pas changer le passé, mais qu'on peut toujours influencer l'avenir. » Elle sourit. « Et puis, j'ai de bons professeurs maintenant. »« Ah oui? Lesquels? » Une petite fille qui m'apprend chaque jour que l'amour est plus fort que la peur. Et un homme qui me montre qu'il est possible de racheter les erreurs de ses ancêtres. » Étienne se leva et la prit dans ses bras. « Claire, il faut que je vous dise quelque chose. »« Quoi? »« Je vous aime. Pas seulement comme la mère adoptive d'Élodie, pas seulement comme ma collaboratrice ou ma demi-sœur. Je vous aime comme un homme aime une femme. Entièrement, profondément. Définitivement. » Claire sentit son cœur s'emballer. « Étienne, je sais que notre situation est compliquée. Je sais que la société ne nous comprendra peut-être jamais. Mais je ne veux plus vivre dans le mensonge. Je ne veux plus faire semblant que mes sentiments n'existent pas. » Il s'agenouilla devant elle, sortant de sa poche un petit écrin de velours bleu. « Claire Dumas, voulez-vous m'épouser ?» Claire porta les mains à sa bouche, stupéfaite. Dans l'écrin scintillait une bague de fiançailles, d'une simplicité élégante, un solitaire monté sur une fine bande d'or blanc. « Étienne, c'est magnifique, mais, et Élodie, et votre entreprise, et tous ceux qui diront que c'est scandaleux. Élodie vous aime déjà comme sa mère, elle sera ravie de l'officialiser. Mon entreprise, elle n'a jamais été aussi prospère que depuis que vous en faites partie. Quant aux autres, » il haussa les épaules. « Ils finiront par s'habituer. Ou pas. Je m'en moque. » Il prit la bague et la glissa délicatement à son annulaire. « Nous ne sommes pas responsables des crimes de mon père. Nous ne sommes pas responsables des circonstances qui nous ont amenés l'un vers l'autre. Nous sommes seulement responsables de ce que nous choisissons de faire maintenant. » Claire regarda la bague scintiller sous la lumière du bureau. Elle était parfaite. Ni trop imposante, ni trop discrète, exactement à son goût. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, oui, je veux vous épouser. Oui, je veux construire une vraie famille, avec vous et Élodie. Oui, je veux affronter l'avenir à vos côtés, quoi qu'il nous réserve. » Étienne se releva et l'embrassa avec une passion qu'ils avaient trop longtemps retenue. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient les larmes aux yeux. « Il faudra l'annoncer à Élodie, » dit Claire. « Demain matin, je veux voir sa réaction. » Ils furent interrompus par le bruit de petits pieds nus dans l'escalier. Élodie apparut dans l'embrasure du bureau, tenant sa peluche favorite et se frottant les yeux. « J'ai entendu des voix, » dit-elle d'une petite voix endormie. « Vous ne dormez pas ?» Claire et Étienne échangèrent un regard amusé. « Viens là, ma puce, » dit Claire en ouvrant ses bras. Élodie courut vers elle et se blottit contre son épaule. « Tati Claire, tu as une bague? Elle est jolie. Tu la trouves jolie? »« Oui, c'est papa Étienne qui te l'a donnée. » Étienne s'agenouilla près d'elle. « Oui, ma chérie, c'est une bague spéciale. Ça s'appelle une bague de fiançailles. » Élodie fronça les sourcils, réfléchissant intensément. « Ça veut dire que vous allez vous marier? »« Oui. Qu'est-ce que tu en penses? »
Le visage d'Élodie s'illumina d'un sourire radieux. C'est génial. Ça veut dire qu'on va être une vraie famille, avec un papa, une maman et une petite fille? Exactement, confirma Claire, émue aux larmes. Et je pourrai porter une jolie robe pour votre mariage? La plus jolie robe de toute la France, promit Étienne. Élodie battit des mains, maintenant complètement réveillée par l'excitation. Il faut que je le dise à Emma, et à ma maîtresse, et au monsieur de la boulangerie. Doucement, ma chérie, rit Claire. On va d'abord organiser le mariage, et ensuite tu pourras le dire à tout le monde. Quand? Étienne et Claire se regardèrent. Bientôt, dit Étienne. Très bientôt. Cette nuit-là, quand Élodie fut finalement rendormie, Claire et Étienne restèrent sur la terrasse, regardant les lumières de Lyon scintiller dans la vallée. « Nous allons vraiment le faire, » murmura Claire. « Nous allons vraiment le faire, » confirma Étienne en passant son bras autour de ses épaules. Au loin, les cloches de la basilique sonnèrent minuit, marquant le début d'un nouveau jour. Et pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir leur sembla plein de promesses lumineuses. Les préparatifs du mariage révélèrent rapidement que la route vers le bonheur ne serait pas sans embûches. Dès que les faire-part furent envoyés, les réactions commencèrent à affluer, et elles n'étaient pas toutes bienveillantes. Madame Beaumont, la mère du médecin de famille, fut l'une des premières à exprimer ouvertement sa désapprobation. Elle croisa Claire au marché de Croix-Rousse et ne put s'empêcher de faire une remarque acide. « Ma chère, j'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Épouser quelqu'un de sa famille, même éloigné, cela fait toujours jaser. » Claire garda son calme, mais ses joues s'empourprèrent. « Madame Beaumont, Étienne et moi ne nous sommes jamais considérés comme frères et sœurs. Nous avons grandi séparément, dans des milieux différents. »« Bien sûr, répondit la vieille dame avec un sourire entendu. « Mais vous comprenez que les gens parlent déjà. Un Morel qui épouse sa femme de ménage, sa directrice administrative, qui se trouve être aussi sa demi-sœur. C'est original. » Ce soir-là, Claire rentra à la propriété plus abattue qu'elle ne voulait l'admettre. Étienne la trouva dans la cuisine, préparant machinalement le dîner, l'air préoccupé. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en s'approchant d'elle. Claire lui raconta sa rencontre avec Madame Beaumont, puis ajouta « Et ce n'est pas la seule. La boulangère m'a regardé bizarrement ce matin. La directrice de l'école d'Élodie a posé des questions indiscrètes sur notre arrangement familial, et j'ai surpris 2 clients de l'entreprise qui chuchotaient à votre sujet. » Étienne soupira et la prit dans ses bras. « Je suis désolé, j'espérais que les gens comprendraient. »« Étienne, » l'interrompit-elle doucement, « peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'on va trop vite, qu'on ne pense pas assez aux conséquences. » Il recula pour la regarder dans les yeux. « Vous regrettez d'avoir dit oui? »« Non, jamais, mais... » Elle hésita. « Et si cela affectait Élodie? Elle va grandir, aller au collège, au lycée. Un jour, quelqu'un lui expliquera que ses parents adoptifs sont demi-frères et demi-sœurs. Comment va-t-elle vivre avec ça ?» Avant qu'Étienne puisse répondre, Élodie entra dans la cuisine en gambadant, tenant un dessin froissé. « Regardez ce que j'ai fait à l'école, » annonça-t-elle fièrement. « C'est nous 3 !» Elle tendit son œuvre, un dessin coloré au crayon représentant 3 personnages se tenant par la main devant une grande maison. « Ça c'est toi, papa Étienne, ça c'est toi, maman Claire, et ça c'est moi. » Claire sentit son cœur se serrer. Élodie avait spontanément appelé Claire « maman » pour la première fois. « C'est magnifique, ma chérie, » dit-elle d'une voix émue. « Mais tu sais, je ne suis pas vraiment ta maman. »« De si, tu es ma maman, » protesta Élodie avec véhémence. « Ma vraie maman, elle est partie. Toi, tu es là. Tu me fais des câlins quand j'ai peur. Tu me soignes quand je suis malade. Tu me lis des histoires le soir. Ça, c'est ce que font les mamans. » Elle regarda alternativement Claire et Étienne. Et Emma à l'école, elle dit que ses parents, ils se sont rencontrés quand ils étaient grands, et maintenant, ils sont mariés et très heureux. Moi, je vous dis que vous êtes la plus jolie maman et le plus gentil papa du monde. Étienne s'agenouilla près d'elle. Ma puce, et si les autres enfants te disent des choses méchantes sur papa Étienne et maman Claire? Élodie fronça les sourcils. Quelle chose méchante? Eh bien, que nous sommes un peu de la même famille. Et alors?
Emma, son papa et sa maman, ils sont cousins. Le papa de Julien, il est plus vieux que sa maman. Et la maman de Sophie, elle était mariée avant avec un autre monsieur. Elle haussa les épaules avec la logique imparable de l'enfance. Toutes les familles sont différentes. Claire et Étienne se regardèrent, bouleversés par la sagesse de cette petite fille de 5 ans. « Tu as raison, ma chérie, » murmura Claire. « Toutes les familles sont différentes. Et la nôtre, elle est la plus belle, » ajouta Élodie en les prenant tous les deux dans ses petits bras. Cette nuit-là, après avoir couché Élodie, Claire et Étienne s'installèrent dans le salon avec une bouteille de vin de leur propre vignoble. « Elle a raison, vous savez, » dit Claire. « Élodie, sur les familles différentes. Je sais, mais cela n'enlève pas le fait que nous devrons affronter des jugements, des murmures, peut-être même de l'hostilité. » Claire prit une gorgée de vin et regarda le feu crépiter dans la cheminée. « Étienne, j'ai quelque chose à vous confesser. Aujourd'hui, quand Madame Beaumont m'a parlé, j'ai eu honte. Pas de vous aimer, pas de vouloir vous épouser, mais d'avoir laissé ces mots m'atteindre. » Elle se tourna vers lui. Et puis Élodie est arrivée avec son dessein, avec sa joie pure, et j'ai réalisé quelque chose. Cette petite fille a vécu l'abandon, l'incertitude, la peur. Et maintenant, elle a enfin une famille stable et aimante. Comment pourrais-je la priver de ça à cause de l'opinion de quelques commères? Étienne posa sa main sur la sienne. « Vous êtes sûre ?»« Certaine. » Elle sourit. « Et puis, j'ai une idée pour notre mariage. Et si, au lieu d'un événement discret pour éviter les ragots, nous faisions quelque chose de grand, de public, de assumé? Que voulez-vous dire? Je veux dire, et si nous invitions tout Lyon? Et si nous faisions de notre mariage une célébration de l'amour sous toutes ses formes? Et si nous en profitions pour lancer officiellement votre fondation ?» Étienne la regarda admiratif. « Vous voulez transformer notre mariage en déclaration politique? Je veux transformer notre mariage en déclaration d'amour, pour nous, pour Élodie, et pour tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas le droit d'être heureux parce qu'ils sont différents. » Il l'embrassa tendrement. « Claire Dumas, vous êtes extraordinaire. Bientôt Claire Morel, » corrigea-t-elle avec un sourire malicieux. « Encore mieux. » Le lendemain matin, Étienne convoqua son équipe de communication. En une semaine, le projet était lancé. Le mariage d'Étienne Morel et Claire Dumas aurait lieu dans les jardins de la propriété familiale et les bénéfices de la réception seraient intégralement reversés à la nouvelle Fondation Camille, dédiée à l'aide aux mères célibataires et aux enfants abandonnés. L'annonce fit sensation dans la presse locale. Certains journaux publièrent des articles critiques, d'autres saluèrent l'initiative caritative. Mais une chose était sûre, personne ne resta indifférent. « Nous sommes en train de créer un précédent », observa Maître Dubois lors d'une réunion de préparation. « Dans 10 ans, d'autres couples dans votre situation se référeront à votre exemple. Tant mieux, » répondit Claire fermement. Si nous pouvons aider d'autres personnes à ne pas avoir honte de leur amour, alors notre histoire aura servi à quelque chose. Et tandis que les préparatifs s'intensifiaient, que les invitations affluaient, acceptation comme refus, une certitude grandissait en eux. Quoi qu'il arrive, quoi que disent les gens, ils allaient construire ensemble la famille qu'ils méritaient tous les trois. L'amour, avaient-ils appris, ne demandait pas la permission. Il exigeait seulement le courage d'être vécu. Le matin du 15 juin se leva dans une splendeur dorée qui sembla de bon augure. Les jardins de la propriété Morel avaient été transformés en un véritable paradis. Des arches de fleurs blanches et roses délimitaient l'allée centrale. Des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres centenaires et une centaine de chaises dorées étaient disposées face à un autel improvisé devant le bassin à la française. Claire se réveilla dans sa chambre avec un mélange d'excitation et de nervosité qui lui nouait l'estomac. En regardant par la fenêtre, elle aperçut déjà l'équipe de traiteurs qui s'affairait, les fleuristes qui donnaient leurs dernières touches et Marguerite qui dirigeait les opérations avec l'autorité d'un général en chef. Un coup frappé à sa porte la tira de sa contemplation. « Entrez !» Élodie fit irruption, rayonnante dans sa robe de demoiselle d'honneur, une création en tulle rose pâle, avec une ceinture ornée de petites perles, qui la faisait ressembler à une princesse de conte de fées. « Maman Claire, tu es prête? Il faut se dépêcher !» Claire sourit.
son cœur se gonflant de tendresse chaque fois qu'Élodie l'appelait « maman ». « Pas encore, ma chérie, il faut d'abord que je mette ma robe. »« La robe de princesse » s'extasia Élodie en battant des mains. La robe en question était suspendue dans la penderie, une création en soie ivoire d'une élégance intemporelle, ni trop sophistiquée ni trop simple, avec un décolleté discret et une traîne modeste. Claire l'avait choisie avec soin, voulant quelque chose qui reflète sa personnalité sans choquer les invités les plus conservateurs. Pendant qu'Élodie l'aidait à s'habiller avec le sérieux d'une vraie assistante, des voitures commencèrent à arriver. Par la fenêtre, Claire aperçut des visages familiers, ses anciennes collègues de ménage qui avaient tenu à venir malgré le décorum, les employés de la holding, quelques clients fidèles, et même Dr Beaumont, accompagné de sa mère, cette dernière ayant visiblement décidé de mettre de côté ses réticences par curiosité. « Tu es la plus belle mariée du monde !» déclara Élodie quand Claire fut enfin prête. Claire se regarda dans le miroir. Elle portait le collier de perles qui avait appartenu à sa mère, son seul vrai bijou de famille, et ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant orné de petites fleurs de jasmin. Elle était simple, mais rayonnante. « Et toi, tu es la plus belle demoiselle d'honneur de France !» répondit-elle en embrassant Élodie. Elles descendirent ensemble, main dans la main. Dans le hall d'entrée, Marguerite les attendait, les larmes aux yeux. « Madame, enfin, mademoiselle Claire, vous êtes magnifique. Merci, Marguerite, pour tout. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. » La vieille gouvernante s'essuya les yeux discrètement. « Monsieur Étienne vous attend dans le petit salon. Il est, comment dire, très ému. » Claire trouva Étienne debout devant la fenêtre, élégant dans son costume sombre. Quand il se retourna et la vit, son visage s'illumina d'un sourire qui balaya toutes ses appréhensions. « Vous êtes... » il chercha ses mots. « Vous êtes parfaite. »« Vous n'êtes pas mal non plus, » répondit-elle en rougissant. Élodie courut vers Étienne et se jeta dans ses bras. « Papa Étienne, tu es beau comme un prince. Et toi, ma princesse, tu es prête à porter les alliances ?» Élodie hocha vigoureusement la tête, fière de sa mission. Elle portait un petit coussin de satin blanc sur lequel étaient fixées 2 alliances simples en or. Maître Dubois entra à cet instant, accompagné du maire de Lyon, qui avait accepté de célébrer personnellement la cérémonie. Un honneur rare, qui témoignait de l'estime dont jouissait Étienne dans la ville. « Monsieur Morel, mademoiselle Dumas, nous sommes prêts, vos invités vous attendent. » À travers les portes-fenêtres ouvertes, Claire aperçut l'assemblée. Une centaine de personnes s'étaient finalement déplacées, créant un mélange sociologique surprenant. Dans les premiers rangs, elle reconnut quelques journalistes locaux. Leur présence avait été négociée avec soin, l'événement devant servir la cause de la Fondation. « J'ai le trac », avoua-t-elle à Étienne. « Moi aussi, mais regardez-la. » Il désigna Élodie qui sautillait d'excitation. Elle rayonne de bonheur. Nous sommes en train de réaliser son rêve, celui d'avoir une vraie famille. Le petit cortège se mit en marche. Élodie ouvrait la procession, éparpillant des pétales de rose avec la gravité d'une professionnelle. Puis venaient Claire et Étienne, côte à côte. Ils avaient décidé de marcher ensemble vers l'autel plutôt que de suivre la tradition du père qui donne sa fille. Un murmure parcourut l'assemblée quand ils apparurent. Claire sentit tous les regards sur eux, entendait les chuchotements, mais la main d'Étienne dans la sienne lui donnait une force qu'elle ne se connaissait pas. Leur grande surprise, quand ils atteignirent l'autel, l'assemblée se leva et applaudit, pas seulement poliment, avec chaleur, avec émotion. Claire croisa le regard de Madame Beaumont qui souriait sincèrement, celui de ses anciennes collègues qui pleuraient de joie, celui des employés de l'entreprise qui rayonnaient de fierté. Le maire commença la cérémonie d'une voix solennelle. « Mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer l'union d'Étienne Morel et Claire Dumas. Mais plus qu'un mariage, nous célébrons la force de l'amour face à l'adversité, la beauté d'une famille qui se reconstruit, et la naissance d'une fondation qui aidera d'autres familles à trouver leur bonheur. » Il se tourna vers les mariés. « Étienne, Claire, votre histoire n'est pas ordinaire. Vous avez affronté des révélations douloureuses, des jugements injustes, des obstacles que beaucoup auraient trouvés insurmontables, mais vous avez choisi l'amour.
Vous avez choisi de construire plutôt que de subir. Claire sentit les larmes perler dans ses yeux. À côté d'elle, Étienne serrait sa main si fort qu'elle sentait battre son pouls affolé. « Étienne, acceptez-vous de prendre Claire pour épouse, de l'aimer et de la chérir dans la joie et l'adversité, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. » Sa voix était ferme, claire, sans une once d'hésitation. « Claire, acceptez-vous de prendre Étienne pour époux, de l'aimer et de le chérir dans la joie et l'adversité, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. » Elle aussi parlait distinctement, voulant que chaque personne présente entende sa détermination. Élodie s'avança avec son coussin, rayonnante de fierté. Les alliances échangées, le maire prononça les mots magiques. « Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser votre épouse, monsieur Morel. » Le baiser fut tendre et chaste, mais chargé d'une émotion si intense que l'assemblée entière se leva pour applaudir. Élodie sauta de joie, criant « Ils sont mariés! Ils sont mariés !» Alors que les nouveaux époux se retournaient vers leurs invités, Claire aperçut quelque chose qui la bouleversa. Dans le fond du jardin, près des rosiers, se tenait une femme âgée qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Puis la mémoire lui revint. C'était sœur Marguerite, la religieuse de l'orphelinat de Grenoble qui s'était occupée d'Élodie bébé. Leurs regards se croisèrent et la vieille femme lui adressa un sourire plein de bienveillance avant de disparaître discrètement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Étienne, remarquant son émotion. « Rien, » dit-elle en s'essuyant les yeux. « Tout est parfait, absolument parfait. » Et tandis qu'ils remontèrent l'allée, main dans la main, suivis d'Élodie qui dansait littéralement de bonheur, Claire sut que tous les combats, toutes les révélations, toutes les douleurs du passé avaient mené à cet instant magique. Ils étaient enfin une vraie famille, assumée, officielle, indissoluble, et rien ni personne ne pourrait plus jamais la leur enlever. 3 ans plus tard, le soleil de septembre filtrait à travers les rideaux de la chambre principale de la propriété Morel, cette même chambre où tout avait commencé par une découverte troublante et qui était maintenant le refuge paisible d'un couple uni. Claire se réveilla doucement, savourant ces quelques minutes de calme avant que la maison ne s'anime. À côté d'elle, Étienne dormait encore, un sourire apaisé sur les lèvres. Ces 3 années de mariage avaient effacé les dernières traces de tension de son visage, le transformant en un homme épanoui et serein. Un bruit de petits pas dans le couloir lui annonça l'arrivée imminente d'Élodie, maintenant âgée de 8 ans, et devenue une petite fille épanouie et confiante. Comme prévu, la porte s'ouvrit doucement, et Élodie glissa sa tête à l'intérieur. « Maman? Papa? Vous dormez encore? »« Non, ma chérie, » murmura Claire. « Viens donc nous faire un câlin. » Élodie ne se fit pas prier et bondit sur le lit, se glissant entre ses parents adoptifs avec l'aisance de l'enfant aimé et sécurisé. « Aujourd'hui, c'est un jour spécial, » annonça-t-elle avec excitation. « Ah oui? Et pourquoi ?» demanda Étienne en se réveillant à son tour. « Parce qu'on inaugure la nouvelle maison de la Fondation Camille. Et parce que j'ai eu 20 sur 20 à ma dictée, et parce que Emma vient dormir ce soir. » Claire et Étienne échangèrent un sourire attendri. La Fondation Camille était devenue l'œuvre de leur vie. En 3 ans, elle avait aidé plus de 200 familles monoparentales, créé un centre d'accueil pour mères célibataires et financé des bourses d'études pour des enfants défavorisés. Aujourd'hui marquait l'ouverture de leur dernier projet. Une maison d'accueil temporaire pour enfants en situation d'urgence. « Et tu sais quoi d'autre ?» ajouta Élodie avec un sourire malicieux. « Quoi donc? Marguerite fait des crêpes pour le petit déjeuner ?» Cette annonce provoqua un exode général vers la cuisine, où effectivement la vieille gouvernante s'affairait devant les fourneaux, radieuse. À 70 ans passés, Marguerite avait trouvé une seconde jeunesse dans cette maison enfin vivante. « Ah, la famille Morel au grand complet !» s'exclama-t-elle en les voyant arriver. « Mes crêpes vont être parfaites. » Pendant le petit déjeuner, Étienne parcourut rapidement les journaux locaux. Les articles sur la fondation étaient élogieux,
et un éditorial du Progrès saluait l'exemplaire reconversion d'un empire industriel au service du bien commun. « Tu te souviens, dit Claire en posant sa main sur la sienne, quand tu te demandais comment transformer l'héritage de ton père. Comment pourrais-je l'oublier? Tu m'as dit de faire de l'argent sale, de l'argent propre. Et regardez maintenant, intervint Élodie. Papa transforme tous les méchants en gentils. Sa simplification enfantine les fit rire, mais elle n'était pas si éloignée de la vérité. L'ancien empire Henri Morel était devenu un modèle d'entreprise responsable, et la transformation avait même été profitable, preuve que l'éthique et la réussite n'étaient pas incompatibles. Dans l'après-midi, toute la famille se rendit à l'inauguration de la nouvelle maison d'accueil. Le bâtiment, situé dans un quartier populaire de Villeurbanne, un clin d'œil aux origines de Claire, était lumineux et chaleureux, conçu pour que les enfants s'y sentent chez eux et non en institution. Devant l'assemblée composée de journalistes, d'élus locaux, de travailleurs sociaux et de familles bénéficiaires, Étienne prit la parole. Il y a 4 ans, j'ai découvert qu'un homme que je croyais connaître avait causé des dégâts irréparables dans la vie de nombreuses femmes et enfants. Cet homme était mon père. Sa voix était ferme, assumée. Aujourd'hui, nous inaugurons cette maison pour dire que les erreurs du passé peuvent devenir les fondations de l'avenir, à condition d'avoir le courage de les transformer. Il prit la main de Claire et celle d'Élodie. Cette fondation porte le nom de Camille Morel, ma sœur, qui fut l'une des victimes de ces erreurs, mais aussi l'origine de notre renaissance. Car sans elle, je n'aurais jamais rencontré ces 2 femmes qui ont révolutionné ma vie. Claire prit le relais. Nous voulons que cette maison soit un symbole, celui qu'aucun enfant ne devrait grandir dans l'incertitude sur son avenir, qu'aucune mère ne devrait affronter seule les difficultés de l'existence. Ici, ils trouveront non seulement un toit, mais une famille temporaire, le temps de reconstruire la leur. Élodie, qui avait insisté pour prendre la parole malgré son jeune âge, s'avança vers le micro avec le sérieux qu'elle montrait dans les grandes occasions. « Moi, j'ai eu de la chance », dit-elle de sa voix claire. « J'ai trouvé la plus gentille maman et le plus merveilleux papa du monde. Maintenant, d'autres enfants vont pouvoir avoir cette chance aussi. Et peut-être qu'un jour, ils seront aussi heureux que moi. » L'assemblée applaudit chaleureusement, et plus d'un adulte essuya discrètement une larme. Après la cérémonie, tandis qu'Élodie jouait avec Emma dans le jardin de la nouvelle maison et qu'Étienne discutait avec les éducateurs, Claire se retrouva quelques instants seule, près de la plaque inaugurale. « Madame Morel ?» Elle se retourna et découvrit une jeune femme d'une 20aine d'années, tenant un bébé dans ses bras. « Je voulais vous remercier, » dit la jeune femme avec émotion. « Je m'appelle Sarah, et il y a 6 mois, j'étais à la rue, avec ma fille. Votre fondation m'a accueilli, m'a aidé à retrouver du travail, à me reconstruire. Aujourd'hui, j'ai un appartement, un emploi stable, et ma fille grandit dans la sécurité. » Claire sentit sa gorge se serrer. « Sarah, c'est vous qui nous remerciez, mais c'est nous qui devrions vous remercier de nous permettre d'être utiles. Votre histoire, » hésita la jeune femme. « Je sais que ce n'était pas facile pour vous non plus. Le fait que vous ayez transformé vos épreuves en force pour aider les autres, cela nous donne de l'espoir. » Ce soir-là, de retour à la propriété, la petite famille dîna sur la terrasse sous les étoiles. Emma était repartie chez elle, épuisée par sa journée d'aventure, et Élodie luttait contre le sommeil, blottie contre Claire. « Je pense à Camille parfois, » dit soudain Étienne. « Je me demande si elle aurait été fière de ce que nous avons fait. »« J'en suis certaine, » répondit Claire. « Elle voulait protéger sa fille de la destruction. Au final, sa fille nous a sauvés tous les 3. Et Sandrine aussi, » ajouta-t-il doucement. « Sans son sacrifice, sans son journal, nous n'aurions jamais découvert la vérité. » Élodie leva ses yeux ensommeillés. « Vous parlez de mes mamans d'avant ?» C'était la première fois qu'elle faisait référence à Camille et Sandrine de cette façon. Claire et Étienne se figèrent, ne sachant comment répondre. « Tu sais, ma chérie, » dit finalement Claire, « tes mamans d'avant t'aimaient très fort. Elles ont fait des choix difficiles pour que tu puisses être heureuse. »« Je sais, » dit Élodie avec la sagesse troublante qu'elle montrait parfois. « Parfois, la nuit, je rêve d'une dame blonde qui me chante des berceuses et d'une autre dame qui me fait des câlins. Je crois que c'est elles qui me disent qu'elles sont contentes que j'ai trouvé vous. »
Étienne et Claire se regardèrent, bouleversés. Comment une enfant de 8 ans pouvait-elle avoir une telle intuition des choses? Et maintenant, continua Élodie en bâillant, j'ai 4 parents qui veillent sur moi. C'est beaucoup de chance, non? Énormément de chance, confirma Claire en la serrant contre elle. Plus tard, après avoir couché Élodie, Claire et Étienne se retrouvèrent dans leur chambre. Cette chambre témoin de leur première rencontre. « Tu sais ce qui me frappe ?» dit Claire en se brossant les cheveux devant la coiffeuse. « Quoi donc ? Si ton père avait été un homme honnête, si Camille n'avait pas été blessée, si Sandrine n'avait pas tenu ce journal, nous ne nous serions jamais rencontrés. Élodie aurait grandi dans la pauvreté, toi dans la solitude, et moi, je serais resté invisable. » Étienne s'approcha d'elle et posa ses mains sur ses épaules. « Tu veux dire que le mal peut engendrer le bien ? Je veux dire que parfois, l'univers transforme les tragédies en miracles. Il fallait que toutes ces douleurs se rencontrent pour créer ce bonheur. » Il l'embrassa tendrement dans le cou. « Claire Morel, vous êtes une philosophe. Claire Morel. » Elle savoura son nom d'épouse. « Tu sais, parfois j'ai encore du mal à croire que c'est vraiment notre vie. Pourtant, c'est bien réel. » Il la fit se retourner vers lui. « Nous avons créé quelque chose de beau à partir de quelque chose d'horrible. Nous avons prouvé que l'amour peut triompher de tout, même des plus lourds secrets. » Cette nuit-là, blottis l'un contre l'autre dans cette chambre qui avait vu naître leur histoire, Claire et Étienne s'endormirent paisiblement, sachant qu'ils avaient non seulement trouvé le bonheur, mais qu'ils avaient aussi donné un sens à leurs épreuves. À l'étage du dessous, dans sa chambre de petite princesse, Élodie dormait du sommeil des enfants aimés, serrant contre elle la poupée qu'Étienne lui avait offerte pour son 5e anniversaire et portant encore au poignet le bracelet de Camille, celui-là même qui avait tout déclenché et qui était devenu le symbole de leur famille recomposée. Dehors, Lyon scintillait sous les étoiles, et dans le silence de la nuit, on aurait presque pu entendre le murmure de 2 femmes disparues bénissant l'amour qu'elles avaient, malgré elles, permis de naître. Car parfois, les plus belles histoires commencent par les secrets les plus sombres.